Salut à tous, bienvenue dans les déraillés, joyeux Noël à tous, bonne fête de fin d'année, profitez bien, mangez bien. Il va être important de bien manger pour passer cet hiver sur le vélo. En plus, les températures commencent à baisser, donc ça va faire plaisir de pouvoir rouler cet hiver, pardon. On n'est pas tout de suite à l'été, mais cet hiver pour pouvoir un peu dégager tout ce qu'on a là. En attendant, on a quelques sujets à aborder avec vous. On sait qu'on est en retard aussi sur tout ce qui est diététique, entraînement d'hiver, mais promis, ça va venir. Clément, comment ça va? Salut tout le monde, ça va super. Content de faire ce sujet, enfin ces sujets un peu sympas, un peu moins cadrés que d'habitude. On s'est prévu il y a seulement quelques minutes des sujets qu'on allait aborder aujourd'hui. Du coup, ça va être cool. C'est moins préparé que d'habitude. Ouais, c'est ça, ça va être moins préparé. Je te propose que on attaque direct par les principaux sujets d'aujourd'hui. On va parler de Mathieu Van Der Poel et de la saison de cyclocross. On va parler du programme de Pogacar sur 2026. On va parler aussi de la Vuelta 2026 avec un parcours très difficile et très sudiste. Donc attention aux températures. On en reparlera peut-être aussi en fin de podcast. Marc Madiot aussi qui va changer, qui laisse son poste de directeur sportif au sein de la FDJ. Et bien sûr, le dernier gros coup de la Ineos, c'est-à-dire d'avoir shippé Oscar Only à la Picnic Postal NL. Je sais plus trop exactement l'appellation de cette équipe en Post-NL. entier. Euh, Post NL, c'est ça. Euh, qui sera donc du coup effectivement partenaire avec Kevin Vauquelin. Donc voilà, je te propose qu'on commence par Mathieu Van Der Poel. Ouais. Du coup, je sais pas si tu voulais commencer ou pas, mais après, Ouais, bah alors rapidement, c'est juste qu'on a une saison de cyclocross qui commence en trombe pour Mathieu Van Der Poel. Après, je crois deux cyclocross courus, deux victoires assez trois nettes. cyclocross, il me semble. Trois cyclocross. Trois cyclocross, effectivement, avec le dernier sur lequel il a participé, avec Quatre. Wout van Aert aussi qui... D'accord. Donc Wout van Aert aussi qui s'est présenté au même. Bon, il n'y a pas eu débat, hein, dans tous les cas. Pour l'instant, Mathieu Van Der Poel est une jambe, voire les deux, au-dessus de tout le monde. Mais je trouve qu'on arrive enfin dans le vif du CGS sur la saison de cyclocross qui a démarré maintenant il y a un bon mois et demi. Et donc ça fait plaisir de voir Mathieu s'éclater. Et franchement, qu'est-ce qu'il est beau à avoir sur ces courses-là. Il manque Pidcock aussi, hein, qui fait plutôt VTT cet hiver. Donc voilà. Ouais, clairement, c'est sûr que on s'y attendait un petit peu hein, d'un Mathieu Van Der Poel qui surdomine le cyclocross. Il fait ça depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ces dernières saisons, même s'il participe à moins de cyclocross qu'avant, au final, on voit que dès qu'il arrive, il est au-dessus de tout le monde. C'est pas trop le débat. Et c'est vrai que du coup, on peut plus se poser la question de Van Aert. Alors, je sais que sur les dernières saisons, avant le début de cette saison-là, on était, je crois, sur les 12 derniers cyclocross qu'ils avaient couru ensemble. 11 fois Van Der Poel avait fini devant Van Aert. Donc, forcément, le duel, ça fait quand même quelques années qui tourne bien à la faveur de Van Der Poel. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant pour Van Aert parce que alors ils se sont affrontés sur. Du coup, oui, Van Der Poel Il a me semble que c'était participé. Namur. Non, alors Van Der Poel a gagné Namur, c'est le premier cyclocross auquel il a Ah oui, participé. c'est ça, c'est ça. Ensuite, il a fait Antwerp, où là, Van Aert a fait septième. Du coup, assez mauvaise performance pour C'est Van Aert, ça. hein. Pour tout le monde, c'est une bonne Ça performance, faisait un mais moment qu'il était pas sorti du top 5, hein. c'est ça. À- Alors, sur Antwerp, les temps sont assez resserrés quand même, parce qu'au final, septième Van Aert à 51 secondes de Van Der Poel. On peut dire que c'est pas la plus grosse domination de Van Der Poel. Après, c'est aussi le parcours d'Antwerp qui fait ça, hein. Mm, mm. Ensuite, Cocksheed, pour encore victoire de Van Der Poel, mais cette fois Van Aert n'était pas là. Et ensuite, à Hofstede, un circuit avec du sable, trois zones de sable où Van Aert fait une assez belle performance. Il finit pas trop loin, il est resté assez longtemps à une trentaine de secondes. Il a perdu à une dizaine de secondes dans l'avant-dernier tour. Mais c'est vrai que, on va dire à la fin du cinquième tour, il y avait 30 secondes et Van Aert a réussi à maintenir cet écart à ce moment-là. Du coup, oui, gros cyclocross de Hofstade de la part de Van Aert. Par contre, aujourd'hui, alors à Zolder, il est battu au sprint Van Aert par Del Grosso. Van Der Poel n'était pas là. Il a une occasion de gagner Mm. et il le Tout à fait fait. pas.
et c'est pas de partie bord Del Grosso sprint. Donc ouais, c'est vrai que Van Der Poel, exceptionnel. Van Aert, ça m'inquiète un peu. Même si je l'ai vu un peu progresser par rapport à son premier cyclocross de la saison, ça m'inquiète un peu. Ouais, et puis il faut pas oublier une chose, je crois qu'il s'élance plus de première ligne, malheureusement maintenant. Hmm. Donc ça aussi, on sait qu'au cyclocross, ça joue, hein, l'air de rien. Dans tous les cas, les championnats du monde seront le dernier week-end de janvier et le 1er février notamment. Là, dans l'état actuel des choses, effectivement, on n'a pas vraiment de, de, de face à face à venir, même si, effectivement, comme tu disais, il y a le jeune, j'ai oublié son nom, le jeune néerlandais, tu viens de le citer. Del Grosso. Tibor Del Grosso. Del Grosso, c'est ça. Del Grosso, effectivement, et comme c'est de toute façon aux Pays-Bas, à Hulst, il y a de grandes chances de les voir tous les deux sur le podium. Vu leur forme actuelle, maintenant, il faut que ça se maintienne jusqu'à fin janvier. Euh, Maintenant, comme tu le dis, pour l'instant, il est injouable. Il est injouable, que ce soit dans les zones techniques ou dans les zones en force, notamment dans le sable. Il n'y a pas grand-chose qui me paraît vraiment le mettre en menace, si ce n'est peut-être voilà, une défaillance technique ou même une défaillance physique. Mais bon, vu les résultats, effectivement, comme tu le dis, depuis 2 ans et demi, s'il y avait eu vraiment un sujet de défaillance, quand on sait que Sven Nys, à l'ancienne, a été champion du monde quand même jusqu'à assez tard dans sa carrière, on devrait quand même avoir, il me semble, septième titre de la part de Van Der Poel en championnat du monde. Donc voilà. Mais ça amène à notre sujet suivant. De toute façon, c'est vu sa forme actuelle, on sait que ça l'a jamais vraiment gêné, puisqu'il arrive au printemps toujours justement dans la continuité de ça, avant de faire une grosse coupure jusqu'au tour généralement. Donc il devrait encore être en forme pour défier Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui d'ailleurs a maintenant sorti son programme. Ouais, alors gros programme, en même temps non, parce que comme l'année dernière, il n'y a pas énormément de courses. Par contre, que des courses énormes, Hmm. hein, Strade Bianche, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège, Tour de Romandie, Tour de Suisse, pour ensuite le Tour de France. On n'aura pas la suite du programme après le Tour de France, mais on verra en fonction de cette plateforme, parce que cette année, on a compris qu'il y avait un certain ras-de-bol et que du coup, il a dû modifier son programme. Euh, oui, je pense qu'il a Ouais, encore c'est une pour ça fois. qu'il a changé aussi. C'est ça, et C'est il pour a ça que. sélectionné vraiment des courses juste pour les gagner. Il veut pas faire plein de courses pour faire le rythme. On sait maintenant que ça ne lui sert plus à rien de faire du rythme à Pogacar. Il arrive dès qu'il arrive, il est prêt. Donc ça lui suffit largement. Ouais, c'est clair. Et puis, comme tu le dis, là, cette année, il a que des grosses courses. Il fait les 3 premiers monuments de la saison, même les quatre, pardon. 4 premiers monuments de la saison, avec une réelle volonté de s'imposer sur Milan-San Remo. On sait qu'il va emmener Isaac Del Toro avec lui. Donc, à voir ce qui se passe dans la Cipressa, parce que Isaac Del Toro, qui fait une attaque à la place de Pogacar, avec Pogacar dans la rue, s'il ressortent à 3 ou 4 comme l'année dernière, c'est plus la même histoire pour Mathieu Van Der Poel. Donc ça promet. Ensuite, on a effectivement le Tour des Flandres. Bon, actuellement, même si Mathieu Van Der Poel en grande forme peut faire face à face sur un parcours qui est quand même plus exigeant encore que celui de Paris-Roubaix, ça reste à débattre entre Belges et Français, mais qui en tout cas correspond plus aux qualités de Pogacar. Normalement, il reste injouable sur cette course-là. Et Paris-Roubaix, normalement, Mathieu Van Der Poel reste injouable, en tout cas techniquement et je pense qu'il y a un aspect encore plus technique sur le Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres. Et physiquement, il est quand même plus en adéquation avec le profil. Maintenant, vu ce que Pogacar a montré l'année dernière pour une découverte, on sait que là, il était encore en entraînement là-bas il y a quelques semaines. Et puis, après, euh, il ajoute aussi le Tour de Suisse sur lequel il n'a jamais été. C'est ça. Tour de Suisse qui a bon, ça va être en préparation du Tour de France, hein, comme forcément il a jamais été, donc il veut tout cocher à son palmarès. Du coup, ça va être très intéressant pour lui le Tour de Suisse. Je vais revenir un petit peu sur Paris-Roubaix. C'est clair que pour l'instant, je vois quand même Van Der Poel plus fort, hein, même cette année, même s'il n'y avait pas eu de chute, j'avais quand même l'impression que Van Der Poel était un peu plus fort sur ce parcours. Mais oui, ça va être intéressant parce que cette fois, il connaîtra un peu mieux le parcours, il va certainement un peu se préparer. Euh, je pense que oui, il va réussir à au moins mettre un gros doute dans la tête de Van Der Poel.
Oui, Van Der Poel, j'allais confondre avec Van Aert. Surtout si avec Milan-San Remo, parce que Milan-San Remo, je le sens bien cette année. T'as raison, il va emmener Hmm. Del Toro. Je pense que ça peut être un énorme avantage pour lui dans le Cipressa. Euh, donc oui, je pense que si Pogacar l'emporte à Milan, l'emporte au Tour des Flandres, ça risque de mettre quand même de bien rentrer dans la tête de Van Der Poel et ça risque de beaucoup jouer sur le résultat final de ce Paris-Roubaix. Ouais, et puis après, on n'a pas parlé de Liège. On sait que Remco va axer quand même beaucoup de sa préparation sur les Ardennaises, à voir ce que ça donne. Je sais pas s'il s'alignera encore sur la Flèche Wallonne, on ne sait pas encore ça, je pense pas, et tant mieux pour Kevin Vauquelin d'ailleurs, C'est ça. 2 fois deuxième. Après, effectivement, comme tu le disais, le reste de la saison va être un peu plus une question qu'une affirmation. Bon, il y a de grandes chances qu'on le revoie au championnat du monde. C'est au Québec, c'est à Montréal. C'est à Montréal, le parcours lui convient, il est à déjà gagné, c'est fait techniquement pour lui en termes de difficulté. À part Remco, peut-être Sexas qui aura progressé, Isaac Del Toro sûrement, parce que c'est quand même un peu moins dur que, Kigali. Euh, il y aura sûrement un peu plus de monde à la fête, mais ça lui correspond quand même beaucoup plus encore. Et la question, c'est aussi la question de la Vuelta. On sait que la Vuelta cette année va être dure, va être dans le sud. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce parcours de la Vuelta? Alors c'est un parcours assez exceptionnel, hein, très montagneux. Ça laisse peu de place aux sprinters, un peu comme le Tour de France hein, Hum, d'ailleurs hum, cette hum. année où il n'y a pas énormément de place pour les sprinters. C'est un peu pareil là sur cette Vuelta. Euh, D'ailleurs, la première étape de plat, c'est la huitième étape. Et alors je sais pas si tu as vu le profil, mais pas persuadé que ça arrive au sprint. Ensuite, il y a l'étape 11 qui est censée être une étape de plat. Pas persuadé que ça arrive au sprint. Hum, Puis après, du coup, il y hum. a les dernières étapes de plat sont sur la dernière semaine, dont la dernière étape à Granada. Et si tu regardes le profil, pas sûr que ça arrive au sprint. Du coup, sur les potentiellement 5 étapes de plat, il y en a 3 où je me dis c'est compliqué pour les sprinters. Donc là, c'est sûr qu'avec un Tour de France qui leur offre peu d'opportunités et un Tour d'Espagne qui leur en offre pas beaucoup, les sprinters vont peut-être faire un peu la gueule. Par contre, pour le spectacle, pour le grand public, c'est sûr que la montagne, on va se régaler avec ces deux grands tours d'affilée, quoi. Ouais, et puis, alors pour les sprinters, en plus, je trouve que récemment, tu as beaucoup de. C'est- Tu sais, tu as un top 3 mondial, et puis après, tu as les Pedersen, etc. Là, l'année dernière, Pedersen a gagné le maillot vert. C'est beaucoup de sprinters comme ça qui s'en sortent généralement avec ce maillot-là. Effectivement, quand tu regardes les étapes de place, ça c'est je trouve que c'est dans l'ADN de la Vuelta. T'as une étape toute plate, et puis genre à 40 bornes de l'arrivée, t'as un radar. C'est ça. T'as un radar plus ou moins long, voire des fois un peu plus tôt avant l'arrivée. Effectivement, là par exemple, j'ai l'étape 11 sous les yeux. T'as un radar à ouais, bah, une trentaine de kilomètres de l'arrivée, et ça dure, ça monte pendant 12 bornes de manière assez régulière, c'est col de troisième catégorie, donc voilà, c'est pas grand-chose, mais ça monte à bloc, ça peut te faire sauter un ou deux sprinters. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'ADN de la Vuelta. Moi, l'étape 20, je la trouve monstrueuse. Enfin, je Oui, crois que c'est c'est une étape. 3 cols de première catégorie, et de mémoire, effectivement, comme on disait avant le podcast, c'est pas la même notation que chez nous, avec une arrivée au sommet. Après, quand même, 20 jours de course. Un chrono qui a eu 2 jours avant, je crois, ou 3 jours avant. Non, c'est un gros parcours. Je pense qu'il y a une volonté de rendre ça plus difficile. Donc attention à Primoz Roglic qui y sera pour essayer d'enfoncer le clou sur son nombre de détentions de Vuelta. Moi, j'aimerais bien voir justement peut-être un Paul Sexas au lieu de l'emmener sur le tour, le voir là-dessus, parce que si on veut vraiment apprendre et faire progresser le bonhomme physiquement et mentalement, bah, je trouve que la Vuelta est assez dure pour le faire. Et comme tous les grands champions, lorsqu'ils veulent gagner le Tour de France, peu importe l'âge, quand ils y viennent, c'est qu'ils ont des prédispositions pour gagner, pas seulement pour apprendre, mais pour gagner. Euh, et ben moi, je pense qu'il faut envoyer Paul Sexas le jour sur le Tour quand il sera prêt pour aller le gagner. Sinon, on va se retrouver comme des situations avec les Lémi Martinez, les Thibaut Pinot, les Romain Bardet, qui ont des histoires belles, mais aussi plus compliquées des fois avec le Tour de France. Et moi, je pense que Paul Sexas devrait déjà passer par cette Vuelta-là, qui est difficile rien que sur le papier. Et en plus, ça amène sur notre petit sujet
divers du podcast. Question de changement de calendrier entre le Giro et la Vuelta. C'est Tadej Pogacar qui en a parlé, pour rappel à tous. Tadej Pogacar proposait effectivement d'échanger les dates des deux, tout simplement parce que en mai en Italie, notamment à cause des cols dans les Alpes, on a encore des conditions des fois météorologiques compliquées, et pas que sur l'aspect neige, mais aussi sur l'aspect pluie, etc., puisqu'on est au printemps. Et la Vuelta en fin août, début septembre, qui pose problème notamment à cause des chaleurs. Et quand on regarde le parcours de cette Vuelta-là, on n'est pas non plus sur les hauts cols des Pyrénées où des fois on peut avoir un peu plus de fraîcheur. Là, on est vraiment dans le sud, tout le long quasiment de la mer, donc on va avoir du vent en plus, mais un vent aride. Et donc ça pose problème au courant. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Rien que pour voir ce que ça générerait en termes de position dans la hiérarchie des grands tours et au-delà de ça, tu sais, de la priorité de certains coureurs pour préparer leur calendrier. Moi, je serais intéressé de voir ce changement-là et je pense que ce serait d'ailleurs une très bonne chose parce que enfin, fin d'été, automne en Italie, c'est quand même aussi spectaculaire. Ouais, clairement, c'est une idée que Pogacar a lancée. En tout cas, je sais pas si l'idée vient de lui, mais en tout cas, c'est lui qui la met sur le tapis au grand public. C'est sûr que ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'en Italie, on voit souvent sur le Giro des conditions qui sont assez peu favorables au vélo. Donc pourquoi pas tester un changement, au moins une année, peut-être pas tous les ans, mais une année sur deux. T'as parlé aussi de la hiérarchie des grands tours. Parce qu'on va pas se mentir, souvent pour le grand public, la Vuelta, les gens s'en fichent un peu, ça arrive après le Tour de France. Du coup, il y a cette petite coupure de fin de saison avant la Les reprise championnats? avec les championnats du monde. Donc cette Vuelta, souvent, au niveau du public, elle passe un peu à la trappe. Ce qui je trouvais dommage parce que il y a de super parcours, il se passe de belles Ouais. choses. Et donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant de la mettre à une période où les gens sont un peu plus intéressés par la Vuelta, seraient peut-être plus intéressés par la Vuelta, et plutôt que et du coup ça leur permettrait de devenir un vrai grand tour plutôt que seulement le grand tour qui permet d'apprendre, de découvrir, comme tu parlais tout à l'heure pour envoyer Paul Sexas. C'est vrai que c'est intéressant pour les jeunes, mais je pense que quand tu es organisateur de la Vuelta, quand tu es espagnol, tu aimerais bien voir un peu plus de lumière sur ce grand tour qui le mérite. Donc pourquoi pas un jour changer l'ordre de ces deux grands tours. Peut-être pas le faire tous les ans, mais oui, alterner entre les deux, je pense que c'est faisable. Ouais, et puis tu vois, c'est dans le fait de faire des nouveautés aussi et de changer des choses. En parlant de changer des choses, on va parler aussi de la grosse news de cette semaine, slash fin de semaine dernière, de Marc Madio, qui quitte ses fonctions de directeur sportif au sein de la FDJ. Est-ce que tu veux te lancer ou je me lance? Comme tu veux sur le sujet. Euh, Bah, il fallait bien que ça arrive un jour, hein. Il a fait 29 ans, je crois, à la tête de la FDJ. Ouais, 27 ou Euh, 29 ans, ouais, quelque chose comme ça. ouais, il me semble que c'est 29. Alors, il va manquer à beaucoup de monde. À moi et à toi, ça dépend, parce que bon, on peut pas lui enlever qu'il a fait de belles choses, qu'il a beaucoup œuvré pour le cyclisme. Mais en même temps, il était assez controversé, soit par certaines sorties médiatiques, soit tout simplement parce qu'il est plus on avait l'impression qu'il était plus tellement à la page des directeurs sportifs actuels pour créer une équipe de très haut niveau, pour monter une équipe de très haut niveau. Donc oui, je pense qu'il était temps de partir pour Maggio. On peut le remercier pour tout ce qu'il a fait, mais on ne Hmm. peut pas dire que je suis attristé non plus par ce départ. Non, moi non plus, pas attristé, plutôt euh, positif quant à ce changement, positif parce que effectivement c'est un grand monsieur de l'histoire du vélo en France. C'est quand même un des derniers vainqueurs français de Paris-Roubaix. Il a géré cette équipe pendant 29 ans, ce qui est pas simple aujourd'hui quand même dans le monde du vélo. On pensait que Dave Braceford, c'est ça? Dave Braceford pour Sky allait durer encore des années, et au final, à l'effondrement Sky slash Ineos, ça a été compliqué. Donc bravo à lui qui a su résister autant. Il a quand même montré des très gros talents comme Thibaut Pinot, Arnaud Démare. Je vais pas dire son nom directement, mais David Gaudu indirectement, qui a quand même été, enfin, qui est toujours un grand coureur français actuellement. Nasser Bouhanni, voilà, il en a eu des gros coureurs sous son égide. Plus anciens, on avait Christophe Lemaivel, Santi Cazard, etc. J'en oublie un.
Je sais plus, j'en ai un dans le creux de la tête, mais je me souviens plus. Pierre Frédérico, par exemple. Bref, que des grands noms, mais euh, pour moi, ça faisait encore, c'est-à-dire le cyclisme français, année 2000, début 2010. C'est-à-dire, on couvre nos coureurs, on fait avec nos meilleures forces, et puis la fleur au fusil, on va gagner des étapes, et on essaie d'aller chercher un podium parce que on veut voir plus grand, et il a toujours dit qu'il voulait voir plus grand, mais on n'avait pas l'impression que c'était la niaque. Enfin, lui, il avait la niaque dans ses paroles, mais j'avais pas l'impression que l'équipe transpirait ça en elle-même. Et quand on voit que le développement de Decathlon à côté, euh, avec Paul Sexas, avec tous les recrutements qui ont été faits, etc. autour, même la réussite avant Paul Sexas avec Romain Bardet, Jean-Christophe Perrault, etc. euh, Félix Gall, moi j'ai effectivement, je lui dis merci, mais en même temps, et d'un point de vue vraiment positif, hein, je lui souhaite vraiment bon vent, une bonne continuation sur autre chose. Euh, mais pour moi, effectivement, comme tu dis, il était plus vraiment à la page. Et ça se ressentait déjà depuis un moment dans les résultats de la FDJ. Oui, clairement, c'était une équipe qui, depuis de nombreuses années, courait un peu à l'émotion. Ouais, C'est là, on et parle à il la en guerre, faut. mais la stratégie, la tactique, la préparation, aujourd'hui, quand tu vois que les meilleures équipes du monde, c'est des machines. C'est presque des robots, les mecs. Et alors oui, ça fait peut-être moins rêver, mais pour gagner, c'est ce qu'il faut. Et oui, comme tu as cité Decathlon, ils sont bien rentrés dans cette dynamique. Et on a vu qu'en quelques années, même si déjà à G2R, je trouvais qu'il y avait un travail un peu meilleur à l'époque d'AG2R que de la part de la FDJ, mais depuis l'arrivée de Decathlon, on a vu une progression très rapide et très visible. Ouais, et je suis d'accord avec toi pour dire qu'il court à l'émotion. Et merci à lui, parce que sinon on se serait ennuyé effectivement sur le cyclisme français pendant un moment. Et par contre, je suis pas d'accord, effectivement, même si je sais que tu le dis d'un point de vue public, un grand public, je suis pas d'accord pour dire qu'aujourd'hui que c'est tous des machines qui ont zéro émotion, parce qu'on le voit que c'est pas le cas. Déjà de une sur le côté émotionnel, et parce que comme dans tout sport aujourd'hui, on est tellement à la performance excellente, dans l'excellence pure, que effectivement ça demande du travail nécessaire et ça demande d'être une machine, mais une machine vraiment dans le terme de entraînement et de performance, parce que ce que les coureurs, je trouve, font aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, on s'éclate beaucoup plus. Que ce soit par rapport à Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco, le quintuple de tête si tu veux, mais même ce qui se fait à côté, c'est-à-dire les Filippo Ganna, même en France, avec Paul Magnier, justement avec l'ascension de Paul Sexas, même de temps en temps Lenny Martinez, même si c'est controversé pour nous. euh, c'est des mecs qui se donnent dur à l'entraînement, mais ils ont quand même des émotions en course. Et je pense pas qu'il faut juste rattacher Madio à une course à l'émotion, mais par contre, je pense aussi que il a fait son temps et déjà, ça fait déjà depuis un moment qu'il aura dû laisser les rênes pour déjà faire cette transition-là, parce que là, la transition chez FDJ, à mon avis, elle s'annonce un peu compliquée. Ouais, il faudra voir l'orientation avec laquelle le nouveau directeur sportif, alors c'est Thierry Cornet qui me semble, alors je le connais pas très bien, donc je vais pas pouvoir parler beaucoup sur lui, mais oui, il faudra voir la Hmm. direction qui décide d'emmener dans l'équipe. Et j'espère que oui, il va viser quand même un certain niveau de performance, un certain niveau d'exigence. Comme tu l'as dit, il ne faut pas complètement effacer le côté émotionnel, mais va falloir quand même changer quelque chose si la FDJ la Groupama FDJ ne veut pas être décrochée de son rival Ouais. historique français, la G2R, Decathlon G2R. Ouais, et puis tu vois, t'as Romain Grégoire qui rentre un petit peu à l'entrée, mais vraiment la porte d'entrée de son prime, parce que il a quoi, 24 ans, c'est ça, 23, 24 ans? Oui, c'est ça. Donc vraiment à l'entrée. Mais c'est justement le moment où il doit passer ce palier. Comme tous les coureurs l'ont fait, Remco, Pogacar, etc. Quand tu arrives à 24 ans, il faut passer la seconde et il faut savoir avancer. Donc ça, effectivement, je pense que quand tu as des talents comme ça, faire un changement maintenant, ça peut être très bénéfique. Parce que tu vas vraiment changer ta philosophie et tu vas t'affirmer peut-être. Ou alors ça peut être la loose et à ce moment-là, ils vont perdre leur talent. Mais au moins, Marc Madio aura survécu 30 ans, malgré effectivement, comme tu dis, des sorties dans la presse, que ce soit plus récemment ou plus anciennement. Moi, je pense, moi, j'aurais toujours un peu en travers de la gorge
ce qu'il avait dit, je crois, il y a une trentaine d'années ou il y a presque 40 ans. Je sais, c'est autre époque, on peut pas reprocher forcément à quelqu'un d'avoir pensé quelque chose il y a 40 ans et de pas de plus le penser aujourd'hui, mais il s'est jamais vraiment excusé du commentaire sur le fait qu'une femme à vélo, c'est pas beau. C'est pas mes mots, c'est les siens. Donc ça, effectivement, je lui pardonnerai vraiment jamais parce que je trouve que c'est pas classe, même il y a 40 ans, parce qu'on n'est pas à 100 ans en arrière, déjà de une. Et pour un mec qui faisait du vélo, défoncer les autres gens qui faisaient du vélo, je trouvais ça trop gratuit, et en plus, il s'est jamais excusé. Donc voilà, c'est pour ça que sur la note un peu plus négative, bon vent, rien que sur ça, parce qu'aujourd'hui, les femmes sur le vélo, moi je trouve ça génial, les courses. C'est plus décousu, même s'il y a toujours des têtes qui se ressortent, mais comme dans tout sport. Donc dommage à lui de ne pas avoir su suivre ça sur ce plan-là, surtout quand on voit le succès quand même de la FDJ Suez chez les femmes. Ouais. Notre dernier point de la journée, c'est plutôt le transfert donc de Oscar Only, justement de la Picnic Ouais. Postenel, PostNL, qui rejoint donc du coup la nouvelle petite armada, les petits canons, on va dire, de Ineos, même si ça reste une très grosse équipe en termes de performance. Ça doit continuer à reprogresser, à regagner après une année quand même 2023-2024 plus compliquée, une double année vraiment un peu plus space. Et qui va rejoindre donc du coup Kevin Vauquelin. Ça porte beaucoup de questions sur le rôle de Kevin Vauquelin pendant le prochain Tour de France et même pendant les classiques, puisqu'on sait qu'Hans Carney a plutôt un bon punch, qu'il est bon grimpeur sur des courtes ascensions, même si je pense que Kevin Vauquelin sera toujours mis en avant sur les Ardennaises, et c'est pour ça que le recrutement a été fait du côté de Ineos. Il a toujours dit que courir pour le top 10 au Tour de France, c'était bien cette année, c'est fait. Mais à part s'il le sent de faire un podium, il ne le refera pas. Il est là pour porter le jaune, gagner des étapes, et voire éventuellement ramener un maillot à pois ou un maillot blanc. Mais avec l'arrivée d'Oscar Only, ça croise un petit peu les objectifs. Qu'est-ce que tu en penses de ce recrutement et qu'est-ce que ça amène pour toi, pour Kevin Vauquelin sur le prochain Tour de France? Alors, du côté d'Ineos, je pense que le recrutement est bon. De toute façon, il le voulait. Je pense que c'est intéressant avec la performance qu'il a fait sur ce Tour de France. Je pense que c'est un petit peu l'un des coureurs révélation avec Lipovic sur lequel les équipes devaient se tourner. Euh, Ce qui m'amènera peut-être, alors on va peut-être pas faire non plein débat là-dessus, mais sur poser la question, on parlait qu'il y allait avoir un duel pour la troisième place de la saison de la meilleure équipe entre, entre la Lidl Trek et la Bora. Attention à Ineos maintenant, parce qu'il y a quand même un bel effectif. Mais c'est vrai que pour Vauquelin, on s'est dit, il arrive dans une équipe où il serait pas forcément le grand leader absolu, parce que c'est quand même une belle équipe, hein. Il y avait Tim Hensman, il y a de beaux coureurs dans cette équipe. Mais c'est vrai que Vauquelin, c'est un coureur français, donc forcément on a envie de le voir sur le Tour de France. Mais si on a un Oscar Only qui arrive en tant que leader, est-ce qu'on va laisser Vauquelin s'exprimer? Est-ce qu'on va pas le faire travailler pour rien? Et du coup, à quoi bon avoir recruté Vauquelin, qui est un coureur offensif, qu'un coureur dynamique, si c'est pour le muer en tant qu'équipier? Euh, et Ouais. pour le reste de la saison, pour ses objectifs, parce que je pense que Vauquelin est capable de s'exprimer tout au long de la saison sur différents parcours. C'est vrai que peut-être certains équipiers qu'il aurait pu avoir vont être au final au service d'Oscar Only tout au long de la saison et ne pas être au service de Vauquelin. Donc faudra voir, faudra un peu se battre avec son nouvel équipier pour montrer à Ineos qui mérite d'avoir des équipes autour de lui, qui mérite d'être leader de temps en temps, même si je pense que sur le Tour de France, il ne pourra pas être leader face à Oscar Only, hein, ça me paraît très compliqué. Donc oui, c'est... Ouais, il aura sa carte pour des étapes. Il aura sa carte pour des étapes. Je pense que les premiers jours, il va pouvoir jouer sa carte, notamment à Barcelone, mais en même temps, comme je disais, je pense qu'il pourra jouer sa carte, mais en même temps, dès la troisième étape, s'il faut rouler pour amener Only sur un Lipovic ou quoi que ce soit, il devra le faire. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait qu'il aura ses chances, notamment sur les classiques. Et je pense qu'il faudra vraiment pour lui les saisir pour affirmer le recrutement. Que ce soit par le fait de réitérer un podium, j'espère que Poggi ne sera pas sur la Flèche Wallonne, puisque même si Remco y est, je mets quand même une carte sur Vauquelin qui a quand même montré encore une fois cette année qu'il était le deuxième. Malheureusement, il ne l'a pas gagné contre... comment il s'appelait? C'est Williamson?
c'est ça? Oui, L'anglais, j'ai oublié le nom, c'est Stephen Williamson pour moi, il me semble. Et malheureusement, il aurait pu le gagner cette année-là. Il a été peut-être un peu trop prudent dans l'ascension. Et l'année suivante, bon, il y avait Poggi. Donc j'espère que effectivement le grand favori pour ce genre de course sera absent et qu'il pourra aller s'imposer. Et ça en cimentera encore un peu plus sa place dans le collectif. Si c'est pas le cas, il faudra qu'il pèse sur les courses et qu'il fasse des résultats pour s'affirmer et pour avoir ses cartes en juillet. Néanmoins, je pense qu'il est aussi bien préparé s'il était déployé aussi sur une Vuelta, s'il va sur les championnats du monde, ce qui est grandement possible, vu le profil, il aura à mon avis le statut de leader peut-être avec Paul Sexas en plus, peut-être avec Romain Grégoire, mais, euh, mais voilà. Donc je suis d'accord avec toi. Dans tous les cas, il a voulu ce recrutement, il a voulu arriver sur une grosse écurie. Maintenant, il faut confirmer derrière. c'est ça. Et puis, même s'il sera performant, ça, j'en doute pas. Pas non plus oublier que Scaroni est britannique et que forcément chez Ineos, ça risque d'être un C'est peu plus vrai. privilégié. Tout ce qui est assez normal hein, dans les équipes françaises. En général, les coureurs français sont un peu privilégiés par rapport aux coureurs étrangers. C'est un peu comme ça partout. Donc, ouais, il y aura aussi ce désavantage-là face à ce nouveau équipier, quoi. Ce nouvel équipier. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, je pense que c'est un bon recrutement pour Ineos. On ne sait jamais de quoi la saison va être faite. Ça leur permet de jouer sur plusieurs tableaux et de s'assurer effectivement un top 5 sur le tour, vu les performances de Only qui continuent à progresser d'année en année. C'est pas un inconnu total, hein. Sa performance sur le tour, on n'était pas surpris hein, de le voir à Ouais. ce niveau-là. Par contre, on était surpris peut-être de le voir aussi à l'aise et pas vraiment si à la lutte que ça. Au final, la lutte qu'il a eue, c'était pour le podium. Donc, il n'a pas vraiment lutté pour le top 5, j'ai envie de dire. Euh, donc, en tout cas, voilà, ça mérite un bon suivi. Bon, bah, en tout cas, on aura de quoi parler sur les déjeuners de Noël, sur les dîners. On va pouvoir lancer Papy sur pourquoi le vélo c'était mieux avant et pourquoi ils sont tous dopés aujourd'hui. Et puis, ça nous permettra de lui prévoir au mieux sa succession à Papy. Donc, voilà la note noire de mon avis. Mais dans tous les cas, voilà. Peut-être qu'on vous postera prochainement, ce sera en rapport avec, donc, comme je disais, enfin un petit peu de nutrition et d'entraînement de l'hiver, ou en tout cas de conseils pour passer l'hiver avec Clément. Et notamment, de mon côté, je dois continuer à travailler sur des templates pour que ce soit clair, pour que Clément puisse les utiliser et enrichir l'univers des déraillés. Et bien sûr, on viendra aussi peut-être avec une surprise, notamment concernant l'étape du Tour 2026. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère Clément, toi, tu as kiffé faire ce dernier moment avant Noël. Et puis je pense qu'on se retrouvera après le Nouvel An pour dégraisser un peu tout ça. Je parle de la bouffe de Noël et puis bien sûr pour parler vélo, puisqu'on se rapprochera de l'entrée de saison en Australie. Salut tout le monde.